Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Quand je commence une interview, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai toujours un peu de pression car je ne sais pas si je vais être bon, je ne sais pas si l'invité va être à l'aise et surtout, je ne sais pas si l'épisode va être intéressant. L'épisode d'aujourd'hui, je l'ai trouvé passionnant. Merci à Benoît qui a vraiment été génial. Pendant cette petite heure, ce passionné d'histoire va t'expliquer pourquoi il a décidé de collectionner des photographies militaires anciennes. On va également discuter du monde de la colorisation et Benoît va te donner plein d'anecdotes sur les différentes péripéties qu'il a rencontrées grâce à sa passion. Tu vas le voir, c'est un être humain avec un très grand cœur. Merci encore une fois Benoît. Maintenant, place à l'épisode et nous on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine. Bisous. Salut Benoît, Bonjour Didier, ça va bien? ça va et toi? Ça me fait super plaisir de t'avoir, comme je te l'ai dit juste avant de commencer l'enregistrement. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Alors, bien sûr, je me présente, je m'appelle Benoît, j'ai 22 ans, comme toi. Je suis en première année de master, histoire, recherche et civilisation. Je suis coloriste depuis 2015. J'ai toujours été passionné par la photographie et depuis environ 2 ans, je collectionne justement, je fais l'acquisition régulièrement de photographies. Militaire, c'est ça? Principalement militaire, oui, c'est ça, ouais. Mais pas que. J'ai quelques photos Ouais. civiles, mais c'est avant tout le militaire qui m'intéresse plus. Ok, d'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec une amie, on se posait une question et on a fait un pari. Du coup, je vais te poser cette question. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Non, j'ai perdu, j'ai perdu. En gros, mon ami avait parié que c'était rouge Ah bah. et moi j'avais dit que c'était le bleu, tu vois. Ah bah, elle a Donc j'ai gagné. perdu. Bisous Laetitia. En fait, quand je fais les épisodes, je cherche des questions tout seul. Presque à chaque fois, je demande aussi à mes amis s'ils ont des questions, tu vois, parce que forcément, il y a des trucs dont tu peux ne pas penser et c'est cool d'avoir un avis extérieur, quoi. Ouais. Donc je lui avais demandé des questions, etc. Et elle m'a demandé, ouais, tu devrais lui demander sa couleur préférée. Du coup, on a fait un pari sur ça. Voilà, tu sais tout. Bon bah voilà, je sais tout. Comment t'as commencé à faire, à collectionner des photos? C'est une bonne question à laquelle j'ai jamais vraiment tenté de donner une réponse, mais ça sera justement intéressant pendant ce podcast d'essayer d'y répondre. D'une manière générale, j'ai toujours été passionné par l'histoire et plus tu grandis, plus tu as des thèmes de préférence et des périodes que tu préfères. Et j'ai toujours été passionné par l'histoire militaire. Je n'aime pas la guerre. Je tiens à le préciser, j'aime l'histoire militaire. Donc tout ce qui est lié aux uniformes, aux armements, aux stratégies, aux batailles. Donc vraiment à l'histoire militaire en général. La photographie m'a toujours passionné. C'est assez difficile de mettre des mots en fait sur ce que je ressens quand je vois une photographie ancienne. Je colorise depuis 2015 et pendant plusieurs années, je colorisais des photos qui provenaient d'Internet. C'est des photos qu'on peut voir régulièrement en fait sur Internet. Et j'ai décidé il y a 2 ans environ d'acheter mes propres photos parce qu'en fait, je me suis dit pourquoi pas. Les photos que j'achète en fait, c'est des photos qui n'ont jamais été vues et ce sont généralement des portraits pris en intérieur ou en extérieur par un photographe professionnel. Et donc, ce sont des photos qui n'ont jamais été vues et sur certaines de ces photos, j'arrive à retracer le parcours du militaire en photo. Quand j'ai le nom et le prénom et un minimum d'informations, je peux retracer le parcours. Et en fait, je trouve ça extrêmement enrichissant de pouvoir acheter ces photos, les sauvegarder dans un album photo, vraiment les conserver et de pouvoir retracer le parcours de ce militaire en question quand cela est possible, bien sûr. Top, top, top. C'est une passion quand même qui t'est venue de quand t'étais petit ou c'est juste parce que t'aimes l'histoire et que tu t'es dit que bah, ça pouvait être sympa comme passion collectionner des photos et... En fait, il n'y a pas une photo qui m'aurait fait craquer et qui m'aurait envie de dire waouh, je vais acheter des photos ou je vais collectionner des photos. C'est juste, je suis passionné particulièrement par la guerre de sécession, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et en fait, on voit des millions de photos passer. La guerre de sécession, il y a eu plusieurs millions de photos qui ont été prises. Pareil pour la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, je voulais avoir mes propres photos, pouvoir avoir la photo en main propre en fait, et sauver entre guillemets ces vies.
puisqu'en fait, ces photos sont mises en vente, ce que je trouve parfois assez triste. Et donc, les acheter, c'est en quelque sorte les sauver, à la différence des photos qui sont déjà sur internet, en fait, qu'on trouve sur Google, par exemple. Il y a quelque chose qui m'a un peu marqué sur ton site, c'est que tu dis être collectionneur, ce n'est pas une passion, c'est un devoir de mémoire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Pour moi, justement, bien sûr, les photos que je possède, c'est une collection. Ça forme un ensemble, c'est une collection d'environ une centaine de photographies. J'en ai pas plus parce que bon, c'est de l'argent que j'investis. C'est mon temps et mon argent, donc Personnellement. voilà. Donc pour l'instant, j'en ai près d'une centaine, plus ou moins. Et donc en fait, je ne considère pas ça comme une collection, même si ça l'est. Je considère ça plutôt comme du sauvetage, de la convoitise des vendeurs et des dommages du temps. Et donc en fait, pour moi, c'est vraiment un devoir de mémoire, de devoir garder justement la mémoire de ces personnes en vie quand j'en fais l'acquisition. Et c'est vraiment un élément important dont les gens doivent se rendre compte, dont les auditeurs et les auditrices doivent se rendre compte. En fait, les photographies que je possède sont parfois le dernier souvenir de la personne. Parfois on peut hériter d'un père ou d'un grand-père, d'une montre, d'un collier, d'un bracelet, d'un bijou, ou même d'un journal intime, ou peu importe. Et là, ces photographies sont peut-être la dernière trace qui existe de ces personnes. Donc, elles ont vraiment une valeur extrêmement importante à mes yeux, et c'est pour ça que je considère que avoir ces photos, c'est un devoir de mémoire. C'est ne pas oublier, pardon, la mémoire de ces personnes. Et comment on constitue une collection de ce type du coup? Alors en fait, les photographies s'achètent un peu partout sur internet, aussi bien des photographies civiles que des photographies militaires. Bien sûr, moi personnellement, je n'achète pas beaucoup de photographies civiles, ce n'est pas mon thème principal, mais il y a des gens qui collectionnent des photographies, civiles, et je respecte absolument, ce domaine-là. C'est tout aussi intéressant. Et en fait, on se constitue une collection petit à petit au fil du temps, et plus le temps passe, plus en fait on se spécialise dans certaines photos, certaines périodes, certains pays aussi. Et personnellement, je me suis spécialisé dans les portraits. Parce que pour moi, le portrait, c'est le reflet de l'âme. Et donc en fait, j'ai vraiment aujourd'hui acquis une grande partie de mes photos sont en fait des portraits, en intérieur ou en extérieur. Je suis totalement d'accord avec toi sur le reflet de l'âme. Moi aussi, c'est ce que je préfère dans la photographie. C'est justement le but du portrait. Je trouve, c'est la photo par excellence. C'est mon avis, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'on voit tout dans un portrait. Ouais, ouais, ouais. Surtout que parfois, ces portraits sont d'une qualité exceptionnelle, jusqu'à un point où on pourrait croire qu'en fait, c'est des reconstitutions qui ont été mises en noir et blanc. Mais non, ce sont bien des photos originales Mhm. qui ont parfois une qualité absolument époustouflante. Du coup, la majorité des photos que tu as, tu les as achetées sur Internet. Voilà, c'est ça. Et il y a d'autres endroits où on peut en acheter, je sais pas, des brocantes, des... Dans des brocantes, on peut en trouver, pardon de t'avoir coupé, dans des brocantes, on peut en Ouais, pas de trouver. souci. On peut aussi en trouver dans des bourses aux armes. Les bourses aux armes où on vend des vêtements militaires, des insignes, des médailles, et justement aussi des photographies. Et il y a en France, je pense, dans certaines régions, il doit y avoir des marchés spécialisés dans la photographie. Pour l'instant, je n'achète vraiment que par Internet. Je n'ai pas vraiment le temps d'aller dans des bourses aux armes, tout en sachant que dans les bourses aux armes ou les brocantes, rien ne dit qu'il y aura des photographies. Oui, c'est vrai. Et il y a des sites spécialisés ou même Euh, sur Le Bon Coin, on peut en trouver? on peut en trouver sur Le Bon Coin, on peut en trouver aussi sur Delcamp. Delcamp, c'est un site qui est extrêmement connu. Il doit y avoir plusieurs dizaines de milliers de photos à vendre dessus, donc voilà. Des photos de tout type, pas Oui, oui, forcément des vieilles, vraiment, des oui. anciennes photos. Oui, vraiment des photos de tout type, que ça soit des cartes postales, de paysages, des photographies de portraits intérieurs ou extérieurs, des photographies de rue, vraiment un large éventail de photographies et aussi d'images qui ne sont pas des photographies, comme par exemple des dessins ou autres. Delcamp est un site où il y a plusieurs dizaines de milliers d'images en général à vendre. Oui. Tu sais, c'est qui vend ce genre de photos? Est-ce que c'est les familles qui... Je n'ai jamais eu affaire de famille qui voulait vendre leurs photos. Il y a un problème en fait dans le monde de la photographie et des collectionneurs, c'est que certains vendeurs font l'acquisition d'albums photos qui contiennent parfois une centaine de photos, et en fait ces vendeurs-là vont les vendre une par une plutôt que de vendre l'album en entier. Parce qu'en fait les vendre une par une rapporte davantage financièrement. C'est détruire l'histoire. Je considère ça comme détruire la vie d'une personne, littéralement. Donc, Vraiment, tu compares la photo à une vie, quoi. Pour toi, c'est oui, oui, vraiment... oui, 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 Bah, oui. c'est ce que tu disais au début, quoi.
Ouais. C'est le dernier souvenir de la personne, Voilà. c'est Parfois, c'est le dernier souvenir de la personne et c'est extrêmement triste de voir des lots, qui sont séparés et qui sont vendus, à l'unité pour, que le vendeur puisse, faire un meilleur profit. Mais je ne suis absolument pas là pour juger, je ne me place absolument pas, en juge. Mais moi, il m'est arrivé à certains moments de voir des vendeurs vendre des photos séparément et d'essayer d'enchérir sur le lot pour garder l'ensemble. Mais financièrement, il faut pouvoir subvenir, quand c'est 4, 5, 6 ou 7 photos, il faut pouvoir les acheter à 6, 4, 5, 6 ou 7 et donc il faut mettre l'argent, sur la table, ce qui n'est pas mmh. forcément, toujours facile. Je me souviens d'une photographie, qui me tient, énormément à cœur, dont je reparlerai peut-être après. J'ai pu acheter, une photo, d'un officier allemand et les autres photos, je n'ai pas pu les acheter, tout simplement parce que je n'avais pas l'argent pour. Donc, on fait avec. On fait avec. Tu dire un truc, j'essaie toujours de J'essaie toujours justement de garder, des lots ensemble, mais c'est jamais facile, en fait. et ça vaut combien une photo, je sais pas, mais du coup, j'imagine que ça dépend de Alors la période, mais alors allez, la guerre de sécession, par exemple, ta guerre «préférée» entre guillemets. La guerre de sécession, en fait, tout dépend du type de photo. Par exemple, pendant la guerre de sécession, on imprimait des photos sur ce qu'on appelait des cartes de visite. C'est des photos un peu cartonnées. À côté de ça, il y a un autre type de photo qu'on appelle en anglais ambrotype. En fait, quand on va sur ebay.com, par exemple, on peut en voir qui partent de 200 $ jusque plusieurs milliers de dollars, en fait. Je n'ai pas encore acheté de photographie de la guerre de sécession en raison justement des prix, mais un jour j'aimerais bien justement posséder un cliché de la guerre de sécession. Mais le prix C'est dépend en fait. énorme les prix. Oui, récemment il y a une photo de la guerre de sécession qui s'est vendue aux enchères sur eBay pour 9 300 $. Je pense qu'elle devait être exceptionnelle pour s'être vendue à ce prix-là. Euh, donc 9 300 $, oui, ça fait 8 600 € plus ou moins. C'est quand même une somme assez conséquente. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui vont faire que la photo aura une valeur plus élevée ou moins élevée. Le lieu où elle a été prise, la qualité de la photographie, le type de photographie. Est-ce que le militaire porte un uniforme rare ou est-ce que c'est quelque chose où il n'y a rien de spécifique? Est-ce qu'on a son identité? Donc voilà, c'est vraiment tout un ensemble qui vont faire que la photo pourra valoir soit très bien 2 €, 5 €, 20 €, 50 €, 100 €, voire même davantage. Est-ce qu'il y a il y a des informations que le vendeur ne met pas dans l'annonce? Enfin, je sais pas, par exemple, le nom, est-ce que directement dans l'annonce, tu peux avoir le nom? Non, généralement, toutes les informations que le vendeur peut indiquer, généralement, il les indique. Il y a absolument, aucun souci sur ça. Quand il y a des informations, généralement, les vendeurs, oui, ils les transmettent sans souci. Et j'imagine que ces photos, elles prennent de la valeur comme un tableau, non? Voilà, elles prennent de la valeur, oui, mais très lentement, car la photographie, c'est vraiment quelque chose, je pense, de restreint entre, collectionneurs. Vraiment pas plus, d'une manière générale, je pense. Je fais, l'analogie avec, moi, quand je commande quelque chose sur internet, je sais pas, allez, un t-shirt ou je ne sais quoi. Quand je l'attends chez moi, je suis fou, tu vois? Je l'attends impatiemment et quand il arrive, je suis hyper content de déballer le paquet et cetera. Mais c'est quoi, toi, tes émotions quand tu vois ça? Parce que j'imagine que tu as dû retourner plusieurs fois sur l'annonce, tu as dû vraiment réfléchir à la question: «Est-ce que je l'achète? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que, la photo est vraiment intéressante?» Donc toi, vraiment, tu dois avoir une émotion particulière. Surtout que, de ce que je comprends, c'est vraiment ta passion, quoi. C'est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que tu donnes un peu de toi quand tu achètes ça, non? Je donne même beaucoup de moi. Pour moi, c'est vraiment un devoir d'acheter ces photos. En fait, j'essaye d'acquérir des photos devant lesquelles je vais ressentir quelque chose. Je ressens pas des émotions devant toutes les photographies anciennes, ça je tiens à le préciser, mais il y a des photos, quand je les vois, je ressens quelque chose, que ça soit de la peine, de la tristesse, de la joie, du questionnement. Ensuite, je regarde la qualité du cliché, puisque je fais quand même un peu attention à la qualité du cliché. J'essaye toujours d'acheter des clichés d'une qualité assez profonde. C'est un standard que je me fixe personnellement. C'est mon choix personnel, hein, c'est un choix de collectionneur. Il y a des collectionneurs qui décident C'est tes goûts, quoi. voilà, chacun ses goûts et ses couleurs dans n'importe quel domaine, y compris dans la collection. Et donc, une fois que je la reçois,
c'est magique de pouvoir, «sauver» entre guillemets là où les personnes qui sont là où les militaires qui sont pris en photo et ensuite de pouvoir «conserver» entre guillemets leur âme en fait, leurs âmes vraiment. Je sais que ça paraît bizarre, mais je porte leurs âmes. Je porte vraiment les âmes de ces personnes-là dans mon album photo. Elles m'accompagnent au quotidien. Il y a pas une journée où je ne pense pas à eux en fait, à toutes les photos que j'ai acquis et à certains visages qui m'ont marqué. Je trouve ça trop cool. Vraiment, je te le dis, je trouve ça trop trop cool. J'avais une question, mais je sais plus. Attends. Ouais, j'ai retrouvé, c'est bon. T'as un objectif ou pas? Parce que là, tu nous as dit que t'avais 100 photos. Est-ce que t'as envie d'en avoir 1000 et de les léguer à tes enfants? Ou est-ce que Alors, t'as envie d'avoir toute une période? j'ai pas de nombre spécifique de photos à atteindre, j'ai pas de j'achète quand je craque, en fait. Si je ressens quelque chose en voyant la photo, je vais tout de suite sauter dessus et tout de suite l'acheter. Et en fait, c'est assez difficile de mettre des mots justement sur ce que je ressens quand je vois, une photo. Et c'est pour ça, en fait, que je tiens à les partager sur ma page Facebook et mon site internet. Je veux essayer de transmettre les émotions que je peux ressentir aux gens. Je veux vraiment que les gens peuvent essayer de ressentir ce que moi je ressens devant une photographie. Et c'est pour ça en fait que pour moi c'est important de les partager parce que c'est comme si on avait une voiture de collection mais qu'on la montrait pas à d'autres collectionneurs en fait ou qu'on la faisait pas rouler. Pour moi ma collection elle doit être montrée. Ça me tient à cœur de la partager sur internet pour que les gens puissent essayer justement de comprendre ce que je ressens. Donc je les publie à la fois en noir et blanc et ensuite en couleur quand j'ai le temps de les colorier. Et tu sais ce que tu feras quand tu vas mourir? Vu l'amour que tu places en cette collection, j'imagine que tu pourras pas la donner ou la léguer à n'importe qui. Je sais pas si j'aurai des enfants, donc ça je sais pas du tout. Je sais pas si je la lèguerai à un musée ou peut-être à quelqu'un qui collectionne les photos comme moi. Ça je sais absolument pas. Je pense que je verrai le jour même. Ok. Ce qui est assez impressionnant sur ton site, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est que vraiment, toutes tes photos, elles sont organisées. Pour chaque photo, il y a un nom, il y a une description. Léon, caporal du régime, Mmh. blessé à Beauséjour en mars 1915, décédé en septembre à Nice d'une maladie incurable, etc. Et ça m'a vraiment impressionné quand je suis allé sur ton site. Comment tu fais pour trouver toute cette histoire, pour lier photo et histoire, justement? Alors en fait, par exemple sur la photo de Léon Landman, qui est mort en 1917 à Nice, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance quand je l'ai acheté, tout était écrit au dos. Quelqu'un avait pensé à écrire son histoire au dos de la photo. Donc il avait écrit ça au stylo, si ma mémoire est bonne. Il a écrit en fait cette personne-là a écrit son nom, son prénom, qu'est-ce qu'il a fait et où il est décédé. Donc en fait, pour cette photographie-là, tout m'était déjà donné. J'avais très peu de recherches à effectuer. Ça, c'est vraiment, C'est une chance chance incroyable. une chance, voilà, ça, c'est une chance incroyable. On tombe pas souvent sur, des parcours complets comme ça et sinon, quand je n'ai aucune information, malheureusement, ça restera, on laisse cours à l'imagination, en fait. Voilà. On essaye de se demander qu'est-ce que la personne a vu, qu'est-ce que la personne a vécu, qu'est-ce qu'elle a ressenti et donc c'est les deux sont aussi très bien. Ne pas avoir le parcours et avoir le parcours, pour moi, c'est 2 aspects différents, mais c'est 2 aspects qui se valent. Puisque d'un côté, on a le parcours, on est fixé, de l'autre, on ne l'a pas, mais on peut, laisser, libre cours à notre imagination et je trouve ça, tout à fait aussi, tout à fait extraordinaire. Tu acceptes aussi les photos dont tu es sûr et certain en l'achetant que tu pourras pas Oui, 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 oui. retracer l'histoire. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça c'est sûr. Et du coup, comment tu fais quand tu as juste le nom tu recherches sur Google, il y a des sites spécialisés, il y a... En fait, selon le pays d'où provient la photo, par exemple, si c'est une photo allemande, il y a le site de la Volksbund. Je parle pas allemand, donc j'espère que je le prononce bien. Et en fait, ce site T'inquiète pas. répertorie les soldats allemands morts de la Première et Seconde Guerre mondiale. Ensuite, pour les soldats de l'armée du Commonwealth, on a par exemple la CWGC, qui répertorie aussi ses morts. Donc chaque pays entre guillemets a son propre site principal, généralement un site, c'est généralement de très bons sites. Ensuite, on a aussi des sites privés. Donc là, par contre, il y a un abonnement et ensuite, on peut avoir accès à des informations grâce à ce site. C'est entre guillemets des prestataires. Je n'ai jamais fait ça et je tiens vraiment à remercier
toutes les personnes, qu'elles soient francophones ou non, qui m'ont aidé à trouver des informations sur certaines photos que j'ai postées sur ma page Facebook et mon site internet. Parce qu'en fait, comme je fais partie de nombreux groupes Facebook de la Première et Seconde Guerre mondiale, généralement je vais demander dans ces groupes. Puisque si je demande dans un groupe anglophone concernant une photo d'un soldat Mhm. anglais, ils vont beaucoup plus facilement m'aider. Puisqu'en fait, c'est leur pays natal, c'est leur langue, ils connaissent leurs archives, donc ils vont tout de suite me sortir les informations. Il y a beaucoup de fois où j'ai demandé dans ces groupes et où on m'a extrêmement bien accueilli et où j'ai eu de nombreuses informations grâce à des personnes, à des inconnus entre guillemets sur Facebook que je remercie vraiment, vraiment du fond du cœur de m'aider parfois dans mes recherches. Et ils te donnent des informations sur la tenue, Voilà, c'est ça. sur des choses comme ça? Parfois, quand je sais pas la couleur d'une tenue concernant une colorisation, pour une future colorisation, je demande dans un groupe et ensuite des personnes essayent de m'aider. Quand j'ai un nom, un prénom, je leur donne le nom et le prénom et j'essaye de leur demander ce que vous pourriez éventuellement trouver plus d'informations. Et parfois où ça arrive et parfois ça n'arrive pas. Là, il y a quelque chose dont je suis assez dégoûté. Fin 2019, j'ai demandé des renseignements pour une photographie d'un soldat australien et une personne m'avait commenté un lien en me disant ça pourrait être éventuellement celui-là. Et j'ai regardé la fiche et en fait ça correspondait pratiquement avec la personne qui était sur ma photo. Le problème c'est que j'ai perdu ce lien et j'ai perdu la personne en fait qui a commenté ça dans ma publication. Donc depuis je n'ai plus jamais retrouvé ce lien. Donc j'espère un jour éventuellement retrouver la personne parce que j'étais quasiment sûr et certain que c'était lui. Donc J'ai cru que tu allais me dire: «Ouais, quelqu'un m'a arnaqué un jour» et cetera, mais non, en fait, non, c'est non, une preuve de bonté. ouais, voilà, et en fait, c'est moi qui ai oublié d'enregistrer le lien dans mes favoris, en fait, donc avec le temps, je l'ai perdu, malheureusement. Donc j'espère un jour le retrouver. Je sais pas si la personne va nous écouter, mais en tout cas, le message est passé, Voilà, hein. il est passé, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une photo, qui te touche tout particulièrement? Je Si tu devais en choisir, 1 ou 2. Alors, si je devais en choisir, ça serait assez difficile, mais il y en a une que j'ai publiée sur ma page Facebook en octobre 2019 et qui est sur mon site internet, sur laquelle je fais encore des recherches aujourd'hui, donc plus de 6-7 mois plus tard, je fais encore des recherches dessus. En fait, c'est la photo d'un officier de l'armée allemande. Alors, c'était une péripétie pour obtenir la photo. Véritablement, c'était une péripétie. Si tu me laisses, si tu me permets, si tu me laisses le droit d'expliquer. Ouais, vas-y, vas-y, avec plaisir, avec plaisir. Alors, en fait, cette photographie qui est sur mon site et ma page Facebook et que j'ai colorisée, elle était à vendre sur eBay. Le jour de la fin des enchères, je devais être au restaurant ou au bar et j'ai loupé les enchères. J'étais assez dégoûté. Je la voulais vraiment parce qu'en fait, au dos, il y avait écrit son nom et son prénom. Meinulf Ellermann. Donc, c'est un officier allemand de l'armée de l'air. Et avant de vouloir acheter la photo, j'ai été faire des recherches sur la Volksbund et j'ai découvert que Meinulf Ellermann était enterré à Amiens, donc à 1 heure d'Arras. Donc en fait, il était enterré quasiment à côté de chez moi, à côté d'Arras. Et malheureusement, j'ai loupé les enchères, hein, je ne sais plus exactement pour quelle raison. Et sur eBay, tu ne peux pas retrouver l'acheteur. L'acheteur est privé. Sinon, c'est simple, tu le contactes et tu lui rachètes la photo plus chère. C'est facile. Donc l'acheteur est privé. J'ai contacté le vendeur, il n'a pas voulu me donner le nom de l'acheteur, ce que je comprends entièrement. Et j'avais un ami à moi qui connaissait quelqu'un qui collectionnait des photos d'officiers allemands de l'armée de l'air. Donc j'ai demandé à mon ami qui demande à cette connaissance est-ce qu'il aurait éventuellement acheté la photo. Et 3 semaines plus tard, mon ami me répond oui, c'est bien la personne à qui je parle de temps à autre qui a acheté la photo que tu voulais gagner. Non. Il me donne son email, donc le monde est vraiment petit. Il me donne son email et là j'explique en fait c'était un Espagnol qui avait remporté la photo aux enchères et il avait l'habitude de collectionner des officiers de l'armée de l'air allemande et donc je lui ai expliqué la situation, comme quoi cette photo, cet officier était enterré à 1 heure de chez moi, que je pouvais la coloriser et que je voulais euh, entre guillemets me rendre sur sa tombe pour pouvoir voir sa tombe en fait. Et donc il a accepté gentiment, il me l'a revendu au même prix auquel il l'avait gagné. J'ai reçu la photo, je l'ai scannée, donc je l'ai numérisée. L'original, je l'ai mise dans mon album photo. Je l'ai colorisée et je me suis rendu à Bourdon, donc
c'est à 1 heure d'Arras, c'est vraiment à côté d'Amiens, où Meinulf Ellermann est enterré. Il est né le 29 avril 1920, il est décédé le 24 août 1940. Il est décédé à l'âge de 20 ans. Meinulf Ellermann est décédé, s'est écrasé dans la mer du Nord, lui et son équipage. Ils étaient au total 5, et donc les 5 sont morts. Meinulf Ellermann et les 4 autres membres d'équipage. Je ne suis absolument pas là pour juger le fait qu'il soit allemand. Je passe au-dessus de la barrière du Troisième Reich, je passe au-dessus de la barrière de l'uniforme, je m'intéresse vraiment à l'humain. C'est quelque chose que je tiens à préciser. Je ne fais absolument pas d'idéologie, je n'incite absolument pas à l'idéologie du nazisme à travers le fait d'acquérir une photo d'un Allemand prise entre 1933 et 1945. Je ne suis absolument pas là pour juger. Donc il est mort à l'âge de 20 ans, ce qui est quand même assez triste, peu importe l'uniforme. C'est jeune, c'est super jeune. C'est triste Ouais, de ouais. mourir à 20 ans. Et quand les auditeurs, les auditrices peuvent regarder la photo, Meinulf fait 25 voire 30 ans sur la photo. Il fait absolument pas 20 ans. Et donc, en fait, je me suis rendu sur sa tombe et j'ai déposé une photo colorisée que j'ai encadrée. Je l'ai déposée au pied de sa tombe et j'ai entouré cette photo de petites pierres pour ne pas qu'elle bouge et qu'elle puisse rester là. Je n'y suis jamais retourné depuis 1 an et donc j'espère y retourner un jour pour voir si la photo est encore là. Et donc l'histoire n'est pas finie. Et donc C'est passionnant. je sais que Meinulf Ellermann a été abattu par un pilote britannique appartenant à l'escadron numéro 501. Pardon, l'escadron numéro 501. En faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé un site qui répertorie toute la liste des pilotes qui étaient membres de l'escadron numéro 501. Les Britanniques sont extrêmement organisés sur ça. Dans la RAF, en fait, ils consignaient à chaque fois qu'un pilote abattait un pilote allemand, il consignait ça avec le jour, la date et éventuellement le type d'appareil qui était abattu. Et donc, Juste, excuse-moi, juste, je te coupe. C'est quoi la RAF? c'est la Royal Air Force, c'est D'accord, ok. l'armée de l'air britannique. Je savais que Meinulf Ellermann avait été abattu par un pilote britannique de l'escadron numéro 501. Heureusement, j'ai trouvé un site qui répertorie tous les pilotes de l'escadron numéro 501 et sur tous les pilotes, il y a 7 pilotes le 24 août 1940 qui ont abattu un Junker 88, donc l'avion dans lequel était Meinulf Ellermann. Donc sur ces 7 pilotes, l'un des pilotes a abattu Meinulf Ellermann. Donc j'ai 7 identités, mais pour l'instant c'est impossible de savoir lequel de ces 7 pilotes a abattu Meinulf Ellermann. Ces 7 pilotes ont tous abattu le même type d'avion dans lequel volait Meinulf Ellermann. Et donc en fait, je ne sais pas sur les 7 pilotes lequel a abattu exactement Meinulf Ellermann, et je trouverai peut-être éventuellement un jour sur les 7 noms lequel de ces 7 pilotes a abattu Meinulf Ellermann. Mais c'est une véritable chasse au trésor, en fait. Voilà. En partant d'une simple photo, d'une péripétie, je me rends sur la tombe et je trouve éventuellement l'identité du pilote qui aurait tué Meinulf Ellermann. Donc oui, parfois on peut aller très loin vraiment. Ça t'arrive d'essayer de visualiser les derniers instants de vie de ces Oui, gens ou pas? oui. Assez souvent, oui. Quand j'ai l'histoire, oui, assez souvent. Là, je sais que Meinulf Ellermann, il était en mission de reconnaissance le 24 août, le jour où il s'est fait abattu, lui et son équipage. Et il était au-dessus de la mer du Nord. Donc, en fait, il s'est écrasé avec son avion dans la mer du Nord. Donc, son corps a été retrouvé puisqu'il est enterré aujourd'hui au cimetière militaire de Bourdon, donc près d'Amiens. Mais les 4 autres corps, si je ne me trompe pas, n'ont jamais été retrouvés. Et tu sais pourquoi il a été enterré en France ou pas? Alors ça, je pourrais absolument pas expliquer. Peut-être qu'en fait, le cimetière militaire de Bourdon, c'était un cimetière militaire provisoire et qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas décidé de bouger les corps ou de les déplacer. Et donc, on a ce cimetière aujourd'hui, il est encore là. C'est l'un des plus grands cimetières militaires allemands d'Europe en ce qui concerne les morts du Troisième Reich de 1940 à 1945. Il doit y avoir 20 ou 30 000 tombes, plus ou moins, dans le cimetière. Et donc sur sa tombe, il y a son nom, son prénom, sa date de naissance, sa date de mort, 24 août 1940. Et aujourd'hui, ma mission finale, c'est d'identifier justement le pilote qui aurait abattu Meinulf. Donc j'ai 7 noms et prénoms. Il n'y a plus qu'à essayer de savoir lequel de ces 7 pilotes
le 24 août, a abattu l'avion de Mein-Ulf Ellermann. J'aurai peut-être l'identité finale un jour de qui l'a tué, et c'est un sentiment assez émouvant de savoir qui l'aurait tué. Et tu sais ce que tu vas faire quand tu le sauras, si tu le sais un jour? Ah oui, Tu essaieras de je, chercher une photo de la personne, il y a une photo pour chacun des 7 pilotes. Donc j'ai le visage de ces pilotes britanniques en fait. Donc vraiment, je vais contacter le site, les gérants du site pour essayer de voir s'ils pourraient m'aider. J'ai pas encore contacté le site, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'espère éventuellement pouvoir identifier sur les 7 noms, pouvoir trouver qui est le bon en fait. Je referai un post bien sûr si j'arrive à mettre la main sur l'identité finale du pilote britannique. Ah ouais, 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 on veut connaître la fin de cette histoire. On mettra, d'ailleurs, je précise, on mettra tous les liens nécessaires dans la description, les liens de ton site, les liens de ta page Facebook, Super. etc. Parce Désolé, que là, ça fait c'était une histoire assez hein. longue, hein, désolé. Non, 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 c'est magnifique, magnifique. Si t'en as d'autres comme ça, vraiment, je suis persuadé que les gens qui nous écoutent on apprécie aussi. Moi, je trouve ça exceptionnel. D'ailleurs, je me demande, étant donné que tu publies les photos, que tu mets les noms, etc., est-ce que tu as déjà été contacté par des familles ou est-ce que toi, tu as déjà contacté des familles? Jamais, pas encore, non, vraiment. De toute façon, si un jour ça venait à arriver, je renvoie la photo que j'ai à la famille, ça c'est sûr et certain. C'est sûr, ça. Ah oui, oui, Aucun doute. ah oui, ça c'est sûr, je renvoie la photo à la famille, c'est tout à fait normal. Et en plus, elles auront peut-être une version colorisée, donc doublement gagnant. Et toi, t'as jamais eu l'envie de rechercher la famille? C'est vraiment un travail complexe. C'est vraiment, vraiment compliqué. Déjà, parfois, retrouver des informations sur le militaire en lui-même, c'est parfois pas facile. Donc, tout ce qui concerne les descendants, c'est encore plus difficile. C'est notre tâche. Ouais. Et comme je suis pas à l'aise avec tout ce qui est lié à la généalogie et aux héritiers, aux descendants, c'est un Mhm. terrain qui m'est complètement inconnu, en fait. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je trouve ça tellement gentil que la personne ait accepté même si elle l'a revendu au même prix, Ouais, ouais, qu'elle a accepté de te la redonner pour que tu puisses aller voir ouais, 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 ouais. la tombe de ce monsieur, quoi. Ouais. Donc C'est voilà, fou. même s'il est allemand, je suis en études d'histoire, donc on nous apprend de ne pas juger, et je ne jugerai pas. Sinon, dans ces cas-là, je devrais juger les autres pays, et je ne collectionnerai plus en fait. Si je devais commencer à juger chaque Hmm. personne sur les photos, je suis absolument pas là pour me placer en juge. Mais je trouve ça encore plus beau que tu juges pas. Non, mais c'est tout à fait normal après. Donc, enfin, pour moi, c'est normal de ne pas juger. Il y a une expression qui me tient à cœur, ce sont des visages du monde en guerre. Vraiment, ce sont des visages du monde en guerre. Cette expression, je l'emprunte au titre d'un livre. Donc, je ne fais absolument pas de publicité, mais pour ceux qui veulent prendre une pause dans le temps, qui veulent s'arrêter 5 minutes sur des visages du monde en guerre, je leur conseille l'ouvrage de Bertrand Lecomte, qui s'appelle justement Visages du monde en guerre, et qui en fait, dans cet ouvrage, Bertrand Lecomte réunit des photographies d'Australiens, d'Écossais, de Français, d'Indiens, d'Irlandais, de tout ça de la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est magnifique de pouvoir prendre une pause, regarder ces visages et de s'imaginer tout ce qu'ils ont pu voir et tout ce qu'ils ont pu vivre. Donc le visage pour moi est extrêmement important, et je ne suis absolument pas là pour juger derrière, au-delà de l'uniforme. Je ne juge pas en fait. De ce que tu nous as dit, c'est le cas. Tous les gens qui ont cette passion sont solidaires. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une Oui, oui. solidarité. Il y a une certaine solidarité. Je pense que je ne suis pas le seul à considérer ma collection comme un sauvetage. Absolument pas. On est même justement beaucoup, je pense, à considérer notre collection comme étant du sauvetage en fait de reliques. Je le répète encore une fois, il faut vraiment que les gens comprennent que la photographie ancienne, il y a une croyance extrêmement forte en la photographie. Par exemple, je te prends toi, je te mets dans une situation. Tu es un soldat de l'Union, Hmm. donc un soldat du Nord, du côté du Nord, pendant la guerre de sécession. Tu vas te faire tailler le portrait. C'est une expression qu'on connaît tous, se faire aller tailler le portrait. Le portrait, la photographie que tu vas aller faire, c'est peut-être le dernier souvenir que ta famille pourra avoir de toi. Parce que ta famille ne sait pas si tu vas survivre jusqu'à la prochaine bataille. Donc, Hmm. il y a une puissance derrière la photographie ancienne qui est absolument incommensurable.
Et c'est ça qui me transperce, c'est de savoir la valeur que pouvait avoir la photographie. Il y a un auteur, Jeff Rosenheim, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Photography and the American Civil War, donc la photographie et la guerre de sécession. Dans cet ouvrage, Jeff Rosenheim, il écrit clairement qu'il y a une croyance extrêmement forte en la photographie. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut reporter à la Première et Seconde Guerre mondiale. Il y a une croyance extrêmement forte en la photographie. C'est l'un des seuls moyens abordables d'avoir un souvenir d'un proche qui part au front et qui ne reviendra peut-être pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort, la photographie militaire ancienne. Vraiment. C'était des objets, des pièces uniques à l'époque. C'est pas comme maintenant où on peut avoir des dizaines de photos, Oui, des voilà. vidéos, Exactement. Aujourd'hui, on peut prendre quand on prend des photos en rafale, à l'époque, c'est inimaginable quand on se remet dans le contexte. On ne pouvait pas faire ça. Donc, la photographie avait une certaine valeur sentimentale, et une forte valeur sentimentale, je pense. Quelle photo aurais-tu aimé avoir? Alors, c'est-à-dire par rapport à des photos que je n'aurais pas pu acheter. Ouais, par exemple. Il y a des photos, bien sûr, que j'ai loupées aux enchères et dont j'aurais aimé faire l'acquisition. Et ensuite, il y a des photos, comme par exemple les photos de la guerre de sécession, qui sont assez chères. Et donc, il faut quand même avoir derrière un budget pour pouvoir obtenir certains clichés. Donc oui, il y a des photos que j'aurais aimé avoir. Récemment, j'ai loupé aux enchères la photo d'un officier écossais qui était absolument... cette photographie est absolument magnifique. Elle s'est vendue 37 livres. Et donc, en fait, j'ai loupé les enchères au dernier moment. La personne a surenchéri. Mais ça arrive. Et quand ça arrive, je me dis, c'est qu'elle n'était pas pour moi, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Je trouverai un autre cliché, c'est pas C'est grave. vrai, tu restes quand même hyper positif. Ah oui, je reste positif. Je me suis rarement énervé parce que j'aurais loupé des enchères. Non. Il y a une photo dont je tiens à raconter l'histoire. C'est une histoire assez triste. Vas-y. Malheureusement, c'est souvent des histoires assez tristes. C'est lié au monde militaire, donc c'est aussi normal, malheureusement. En août 2019, ça devait être en août 2019, j'ai fait l'acquisition d'une photographie d'un lieutenant de l'armée britannique. Et donc, en fait, cette photographie, le vendeur, il en vend régulièrement. C'est le même photographe, en fait, et le vendeur met régulièrement en vente des clichés pris par ce même photographe. Ce photographe, il a été très actif pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, en fait, j'ai fait l'acquisition de l'un des clichés. Et il y avait le nom et le prénom. En fait, ce photographe, il avait pour particularité de toujours inscrire le nom et le prénom de la personne qu'il prenait en photo. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument génial. Et donc, c'est un trésor. C'est un trésor, justement. Donc, j'avais le nom et le prénom, Peter Paul McCardle. Et quand j'ai reçu la photo, j'ai tapé son nom sur Google et j'ai trouvé un site internet, je sais pas comment, qui retraçait la vie de Peter Paul McCardle, de son baptême jusqu'à sa mort. Alors, mais vraiment du baptême jusqu'à la mort. Et en fait, quand j'ai acheté cette photographie, je savais absolument pas que j'allais avoir autant d'informations. Et donc, en fait, si un site lui a été dédié, c'est parce qu'en fait, Peter Paul McCardle était reconnu comme l'un des plus grands gymnastes de Liverpool. Et il était surnommé Rock McCardle parce qu'il était aussi boxeur. Je ne savais absolument pas que la photo que j'avais achetée d'un officier de l'armée britannique était en fait un gymnaste et il était boxeur. Pour en revenir à Peter Paul McCardle, donc c'était un gymnaste de renom, c'était un boxeur et en fait il faisait moins d'1m60. Donc assez petit, il s'est engagé en fait dans l'armée britannique. En 1917, il est arrivé en France et selon le site internet sur lequel il y a toutes ces informations, il est rapidement devenu un atout en raison de son efficacité et de sa joie de vivre. Malheureusement, en avril 1918, il a reçu avec son bataillon l'ordre de lancer une contre-attaque sur les lignes allemandes à Ypres et il a été touché par 2 balles. Donc en fait, il a succombé à ses blessures lors de la contre-attaque sur les lignes allemandes. Sa perte a été terrible et donc il s'était marié 5 mois avant sa mort. Oh. Quand on lit ce genre de choses, on peut pas rester indifférent. On peut vraiment pas rester indifférent. Il se marie en décembre 1917 et il décède en avril 1918.
T'as déjà pleuré en lisant l'histoire ou en regardant une photo? Ça m'est arrivé d'avoir des larmes. Oui, honnêtement, oui, oui. Bah, quand on lit ça, et le plus triste en fait dans l'histoire, c'est que Peter Paul McCardle, il avait 9 frères et sœurs, donc au total ils étaient 10, une très grande fratrie. Il y avait, si ma mémoire est bonne, 5 filles et 5 garçons. Sur les 5 garçons, 3 sont morts. Donc sur les 5 garçons, les 5 ont été engagés, 3 ne sont jamais revenus. Et les corps des trois garçons n'ont jamais été retrouvés. Et le père des 10 enfants, en fait, il est mort de chagrin en mai 1918 par rapport à la perte de 3 de ses fils. Donc le père est mort de chagrin. Je ne mens absolument pas. Toutes ces informations-là sont sur le site en fait qui retrace sa vie. Donc ça me fait encore bizarre à chaque fois de parler de cette photo. On ne peut pas rester indifférent face à ça. Et c'est vraiment ce sentiment-là que je veux partager à travers mon site internet et ma page Facebook. C'est vraiment partager toutes ces émotions que moi-même je ressens. Ah bah, je te dis, moi aussi ça me touche, hein. Ah oui, non, mais c'est une histoire qui laisse toujours à couper le souffle en fait. Je sais pas, quand on voit ça, on peut que être pacifiste en fait. Justement, c'est paradoxal d'acquérir des photos militaires et d'être pacifiste. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais c'est là qu'on se dit qu'en fait, là, je t'ai raconté la vie de 2 personnes, mais c'était des millions de personnes qui ont été prises dans ces conflits. Tu imagines toutes les histoires qu'on pourrait lire sur des millions d'individus qui ont survécu ou qui sont décédés dans ces conflits-là. Mm. C'est pour ça que je m'intéresse vraiment à ceux qui étaient en première ligne, vraiment à toutes ces personnes-là. C'est vraiment cher à mes yeux de retracer ces parcours un par un, même si ce n'est qu'un parcours, ça reste un parcours. Et pour moi, une fois que je reçois la photo, que je peux retracer l'histoire quand je le peux, je sens que la personne me dit merci, en quelque sorte, d'avoir pu retracer son parcours et de lui avoir redonné des couleurs quand j'en ai le temps. J'ai l'impression qu'il y a un merci. Par exemple, la photo que tu as vue dans le groupe La Culture Générale de Léon Landman, eh bien, elle a atteint plus de 900 j'aime sur le groupe, voire même 1000. Et ces 1000 j'aime, ils sont pas pour moi, ils sont pas pour ma renommée, ils sont vraiment pour Léon Landman. C'est pour lui tout ça, c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment pour. Je suis extrêmement fier justement qu'environ 1000 personnes aient aimé cette photo. Collectivement, on a tous pensé à sa mémoire en fait. Et c'est ça que je souhaite en fait. C'est pas la renommée, absolument pas. C'est vraiment, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui aiment. Parce que pour moi, je prends ça comme un accomplissement et on apaise l'âme en fait un peu du défunt. Je pense que tu seras d'accord du coup avec cette expression qui dit que la vraie mort au final c'est l'oubli. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et justement, à travers l'achat de photographies, le sauvetage de photographies, c'est ne pas oublier. C'est mort, en fait. C'est garder leur mémoire en vie. Merci, franchement Benoît, c'est hyper cool, hein. Je te l'ai déjà dit, mais Bah, c'est c'est normal. vraiment hyper cool. C'est tout à fait normal de faire ça. Enfin, je suis très content d'être là et je suis justement content de pouvoir m'exprimer, non pas par l'écrit, mais par l'oral. Ça atteint peut-être plus les gens et je suis content si certaines personnes qui écoutent ce podcast sont touchées par ce que je raconte en fait. La photo, ça a été inventé En 1826. et il y a des événements que tu aurais aimé photographier si tu devais en choisir un, autre que les événements que tu as déjà cités. La guerre du Vietnam, peut-être, parce qu'en fait, ça a été quelque chose d'extrêmement photographié et filmé aussi. Et on a des images d'une qualité exceptionnelle de la guerre du Vietnam qu'on ne voit pas souvent. On a l'impression parfois d'être dans un film tellement on a une qualité en fait qui est parfois époustouflante. Je pense que oui, la guerre du Vietnam est un cliché dans lequel j'aurais aimé être photographe ou reporter. Et c'est justement à travers la photographie et l'image qu'il y a eu des manifestations contre la guerre du Vietnam, parce qu'on a montré les horreurs de la guerre du Vietnam. L'image a été un support extrêmement important pour les manifestations contre la guerre du Vietnam. Là, tu me rappelles l'un de mes films préférés. Je sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle Forrest Gump. Ah oui, classique. Il y a une grande partie sur la guerre du Vietnam. Ouais, très bon film. Ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu de colorisation maintenant, parce que tu collectionnes, mais tu colorises également les photos que tu possèdes. Hier, lorsqu'on préparait un peu l'interview,
tu m'as envoyé une vidéo qui racontait l'histoire de la colorisation. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Je ne suis pas le représentant des coloristes et je ne connais pas l'histoire de la colorisation par cœur, je préfère le préciser avant de commencer. En fait, la colorisation, ce n'est pas un processus qui est né avec l'informatique. Dès les années 1850, 20 à 30 ans après l'apparition de la photographie, on essaye de mettre des couleurs sur les photos. Il y a certaines photos de la Première Guerre mondiale où le photographe a mis des pigments de couleur sur les joues, sur les lèvres, ou parfois il a mis en couleur l'uniforme. C'est de la colorisation, si je peux me permettre, manuelle. La colorisation informatique, c'est juste l'aboutissement d'un long processus en fait. Voilà, vraiment la colorisation n'est pas née avec l'ordinateur. Ça existait déjà bien avant. Et j'imagine que c'est un travail super long et fastidieux et qu'on doit regarder plein d'autres photos pour avoir des idées des couleurs, etc., pour essayer de recouper des informations. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton processus de colorisation quand tu possèdes une photo? Alors, il faut savoir que quand on colorise une photo, les gens ont parfois tendance à penser où est l'original. Est-ce qu'on l'a détruit? Euh, non, euh, je comprends que les gens puissent penser ça. La photo originale, une fois que je la reçois, je la numérise. Ensuite, je la place dans mon album photo. Donc la photo originale, elle n'est absolument pas endommagée par la colorisation. Je la garde dans mon album et ensuite je la colorise avec mon ordinateur. Donc il y a vraiment beaucoup de détails auxquels il faut faire attention. Par exemple, le contraste. Est-ce que cette photo, si elle a été prise en extérieur, est-ce que c'était un jour ensoleillé? Est-ce que c'était un jour nuageux? Et tous ces petits détails-là vont faire qu'une couleur va être plus forte ou plus sombre. Un bleu, par exemple, peut être plus fort si il est pris au soleil ou il peut être moins fort s'il est pris à l'ombre, par exemple. Donc ce sont vraiment des petits détails auxquels il faut essayer de faire attention lorsque l'on colorise. Tout ça pour obtenir un résultat le plus proche de la réalité possible. Ça, c'est le b.a.-ba de la colorisation et c'est l'essence même de la colorisation, c'est d'être le plus proche de la réalité des couleurs en fait historiques. Quand tu décides de coloriser une photo, comment ça se passe? Tu la répares d'abord? Parce que j'imagine qu'il y a certaines photos qui sont, un peu abîmées. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Alors, quand la photo est endommagée, oui, je la répare bien sûr. Tout dépend la taille l'état en fait de la photographie et la taille des dégâts. J'essaye toujours de réparer le mieux que je peux lorsqu'il y a des dégâts. Et ensuite, après, je commence le processus de colorisation, donc qui fonctionne par calque, comme tu as pu le voir dans la vidéo de Vox. On fonctionne par calque. Et donc, il n'y a pas de standard de nombre de calques. On peut très bien appliquer sur un visage une quinzaine de calques, sur un autre visage une dizaine de calques, et sur un autre visage une trentaine de calques. Il n'y a absolument pas de règle au niveau des calques. Donc, je colorise généralement le visage en premier, et puis ensuite je colorise ceux dont j'ai envie de coloriser en fait. C'est un amusement, donc c'est vraiment un passe-temps. Tu vas au feeling, quoi. Voilà, absolument, j'y vais au feeling. Et tu recherches des informations sur les couleurs avant ou pendant la colorisation? Ah, ça peut être avant et pendant la colorisation. J'essaye toujours de publier sur mon site internet et ma page Facebook la photo une fois dont je suis sûr à 100% que les couleurs sont les bonnes et qu'elles sont exactes en fait. Et tu utilises quel logiciel pour, coloriser? Alors Photoshop, j'utilise j'imagine, non? Photoshop. Il y a des coloristes qui utilisent GIMP ou Photofiltre. Bon, en fait, ça dépend vraiment du logiciel dans lequel Ah, on ça marche aussi? Ouais, ça dépend vraiment en fait du logiciel avec lequel on démarre. Une fois qu'on démarre avec un logiciel, par exemple Photoshop, en fait, on reste au final sur Photoshop, c'est tout. C'est comme ça. Et je me fais un peu, l'avocat du diable, 2 minutes, tu m'excuseras. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que, coloriser une photo, c'est la dénaturer, coloriser un film, c'est le dénaturer et qu'à la base, il avait pas été prévu comme ça, tu vois? Le problème, c'est que à la base, est-ce qu'il n'avait pas été prévu en noir et blanc? Peut-être que la personne qui prenait la photo aurait aimé justement avoir de la couleur. Ça, on ne sait pas. Peut-être que le Mmh. photographe ou le réalisateur aurait voulu avoir de la couleur s'il pouvait. Peut-être qu'il aurait voulu mis de la couleur si on lui avait proposé. Peut-être qu'il aurait dit oui, je veux cette photo en couleur ou ce film en couleur s'il en avait les moyens. Euh, Quand je publie quelque chose, et tu peux le voir sur mon site, je publie toujours la version noir et blanc, par respect envers les personnes qui préfèrent le noir et blanc. Donc je publie aussi bien la version noir et blanc que la version colorisée.
Voilà, pour moi, c'est normal. En plus, ça montre le avant et le après. Pour les personnes qui préfèrent le noir et blanc, ils ne sont pas obligés d'aller dans la section photo colorisée. Ils peuvent rester dans la section noir et blanc. Je respecte le fait qu'on puisse préférer le noir et blanc, mais la colorisation, c'est quelque chose de très pédagogique. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde haut en couleurs. On a des télé 4K, on a le cinéma en 3D, en 4D, et quand tu vois une photo en noir et blanc, tu as une barrière entre le présent et le passé. Tu as une sorte de barrière, tu te sens un peu distant. Et la couleur, en fait, a pour objectif d'enlever cette distance, d'être au plus proche de la personne qui a été prise en photo il y a 100, 120 ans ou 150 ans. Et pour les plus jeunes qui doivent apprendre le devoir de mémoire, la couleur, pour eux, c'est magique. Pour eux, ils pensent que cette photo a été prise en couleur et ils s'intéressent beaucoup plus facilement à l'histoire quand ils voient quelque chose en couleur. La couleur a vraiment pour objectif de créer un lien avec le passé et de ne pas détruire la photo, puisque l'original n'est jamais détruite. Absolument pas. La vidéo que tu m'as envoyée hier montrait aussi que, par exemple, juste pour la couleur de peau, il pouvait y avoir 20 couches, 20 filtres de couleurs différentes. Rose, jaune, rouge, bleu. Du coup, je me posais une question, ça vous prend combien de temps? Ça te prend combien de temps en moyenne coloriser une photo? Tout dépend de la photo, ça peut aller de 1h30, 2 heures à 8-10 heures, parfois un peu plus selon la qualité de la photo et la taille de la photo. Plus la photo a une résolution élevée, plus la photo est d'une qualité élevée, plus il va falloir être pointilleux dans les détails. Le temps d'une photo, oui, ça varie selon beaucoup de paramètres en fait. Le minimum que j'ai pu mettre pour une photo, 1 heure. Et le maximum? Je pense que ça devait être une quinzaine ou une quinzaine d'heures. En fait, c'est assez. C'était une photographie que je colorisais pour. En fait, je fais du télétravail pour un Australien qui s'appelle Geoffrey Thomas. Je travaille avec lui depuis 3 ans. Il y a un an et En demi. tant que coloriste? Oui, 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 oui. Et il y a un an et demi, il m'a demandé de coloriser une photo sur laquelle il y avait 700 personnes. Donc, ces 700 personnes, on ne les voyait pas de face, on les voyait de dos. Mais c'est quand même 700 personnes, donc couleur de cheveux, vêtements, couleur de la peau, même si on voyait pas l'entièreté de leur visage. Et quand j'ai vu cette photo, je lui ai dit, mon Dieu, tu veux vraiment que je fasse ça? Et donc, je colorisais petit à petit, quelques heures par jour, et puis je m'amusais justement à compter le nombre de personnes, et à la fin, il devait y en avoir 700, 750 plus ou moins. C'est une photo qu'il a utilisée pour un magazine ou un article, je ne sais plus trop exactement. En tout cas, elle n'est pas sur mon site ni sur ma page Facebook. Mais voilà, il faut se rendre compte que 700 personnes, c'est la plus grosse photo qui m'ait été donnée de faire. Et c'est quoi ton sentiment quand tu fais le dernier clic de souris? Quand j'enregistre la photo, ah, c'est un sentiment, Ouais. c'est un accomplissement. Je pense que tous les coloristes on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Quelque chose qu'on peut pas vraiment expliquer en fait, mais on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Où est-ce que tu as appris à coloriser? Est-ce qu'il y a des tutos qu'on peut trouver sur internet ou? Alors, il y a des tutoriels sur YouTube, mais je n'ai jamais regardé un seul tutoriel. En fait, j'ai décidé d'installer Photoshop. Quand j'ai commencé à coloriser, en fait, je me disais, tiens, pourquoi pas moi? Parce qu'en fait, en 2015, la colorisation existait déjà, il y avait déjà des coloristes que je ne connaissais pas qui aujourd'hui sont des amis. Et donc, en fait, la colorisation en Mmh. 2015 existait déjà, et je me suis juste dit, pourquoi pas moi? Donc j'ai essayé, les premières tentatives étaient pas très réussies, mais c'est tout à fait normal. Quand on est nouveau dans un domaine qu'on ne connaît pas, on démarre toujours de zéro. Et donc, plus le temps passait, plus je m'améliorais. Et même encore aujourd'hui, je vois régulièrement que je m'améliore. Et c'est quelque chose qui me rassure justement. Par exemple, pour la photo où il y avait les 700 personnes, tu nous as dit qu'elles étaient de dos. Est-ce que tu peux choisir de coloriser cette personne avec les cheveux bruns, avec les cheveux roux, etc. Est-ce que ça t'arrive des fois de mettre de ta personne, quoi? En fait, ce qui est intéressant, c'est que entre coloristes, on reconnaît le travail des uns et des autres. Quand on enlève la signature du coloriste, ah bah oui, ça c'est un tel. Ah bah oui, ça c'est un tel. On reconnaît en fait parfois un peu les marques parce qu'on est un peu des artistes. Donc oui, on a toujours eu, je pense qu'on applique tous parfois une petite touche personnelle et c'est pour ça qu'on reconnaît facilement le travail des uns et des autres. Et il y a des coloristes connus en France? Pas beaucoup. Je vais citer quelques noms et de toute façon, je vais leur envoyer le podcast. Donc, Trop cool. Frédéric Durier, qui est un très bon coloriste, qui fait beaucoup de photos de la Première Guerre mondiale.
avec qui je parle de temps à autre. J'aime beaucoup son travail. Ensuite, il y a Luc Heinrich, qui colorise des photos principalement de militaires allemands. Ensuite, Toussaint Bonavita, qui est aussi un ami proche à moi. C'est les 3 coloristes français, je pense, que je connais le plus. Ensuite, après, j'aide actuellement une jeune coloriste qui débute, qui s'appelle Mélodie, et donc je lui donne quelques techniques et quelques conseils. Donc, on n'est pas tant que ça en France. Enfin, je sais pas s'il existe un métier officiel de coloriste, puisque par exemple, les images d'Apocalypse, qui sont des images colorisées, je ne connais pas le nom de ces personnes qui ont colorisé ces images. Je connais vraiment le nom des coloristes qui ont des pages Facebook, en fait. On est simplement des particuliers, on n'est pas des professionnels. En France, il y en a un qui est assez connu, c'est si je n'écorche pas son nom, c'est Alain D'Amato, qui a publié un livre avec des photos, si ma mémoire est bonne, partiellement colorisées pour donner un effet assez spécial. Donc lui, en France, il a publié un ouvrage lié à la colorisation. Qu'est-ce que tu penses de la colorisation par intelligence artificielle? Ça, c'est une aberration, c'est un sacrilège. Vas-y Benoît, ça m'intéresse. Vas-y, ça m'intéresse. En fait, là, on a un peu le monde industriel face aux artisans. On a nous qui faisons tout à la main, on peut tout corriger, on peut tout changer en cas de besoin. Et là, il y a la machine qui détecte, en fait, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, qui est censé détecter les couleurs. Et parfois, le rendu peut être bien, mais est-ce que c'est du hasard? Je ne sais pas. Et parfois, le rendu, surtout quand c'est des uniformes militaires, le rendu peut être horrible, littéralement. Ouais, c'est vraiment dur. Il y a vraiment plein de détails. Donc, pour moi, non, la colorisation, laissons la colorisation entre les mains d'êtres humains. C'est tout. Il n'y a pas de lieu à avoir de logiciel qui colorise automatiquement des images. J'ai regardé quelques images du coup de colorisation par intelligence artificielle et quelques vidéos aussi. On voyait bien que c'était pas encore au point, tu vois, parce que comme tu le dis, comme tu l'as dit, il y a tellement de détails, c'est tellement un travail précis et minutieux que les intelligences artificielles de nos jours, elles sont pas, enfin, elles étaient pas capables d'avoir le même résultat qu'une colorisation manuelle, mais je pense pas que ça va arriver à un moment. Le jour où ça arrive, là, on va atteindre un point où nous, les coloristes qui faisons ça à la main, on va devoir en fait légitimer notre travail. Si un jour la technologie prend le dessus, nous on devra légitimer notre travail. Pourquoi on le fait à la main. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle prendra le dessus, mais en tout cas généralement les photos colorisées automatiquement qui sont montrées dans les vidéos, c'est des photos que le logiciel a bien colorisées. Mais on ne va absolument pas montrer les photos que le logiciel a mal colorisées. Ce n'est absolument pas vendeur. Pour le coup, j'avais vu c'était une vidéo vraiment bien faite et du coup, la vidéo était vraiment impartiale, tu vois. Elle montrait vraiment que bah, parfois, ça marchait vraiment pas, quoi. C'était pas une vidéo de l'entreprise qui a créé Oui. le logiciel pour coloriser, c'était vraiment quelqu'un qui essayait de montrer, ok, de nos jours, on est à ce niveau-là et bah, pour l'instant, on voit que c'est pas encore au point, quoi. Oui, ça on peut pas prévoir l'imprévisible et à voir dans le futur l'évolution que ça donnera. Et c'est quoi le plus dur quand tu colorises une photo? Ça dépend de la photo. Ça peut être aussi bien les personnes que le paysage en fait. Tout dépend de la photo qu'on colorise, du nombre de personnes qu'il y a dessus, de la qualité de la photo, des détails qu'on peut obtenir. Donc chaque photo toutes les difficultés sont différentes d'une photo à l'autre en fait. Il n'y a pas de difficulté spécifique en fait. On arrive à la fin, Benoît. J'ai une dernière question avant de vraiment finir le podcast. Qu'est-ce que cette passion t'a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que ces passions t'ont apporté dans ta vie? C'est une Et question un peu large, mais beaucoup de choses. Par où commencer? La colorisation, premièrement, m'a permis de rencontrer Geoffrey Thomas, pour lequel en fait, c'est un éditeur en chef australien, pour lequel aujourd'hui je colorise des photos régulièrement. Et en avril 2019, j'ai fait la une de son journal. En fait, il est éditeur en chef du journal The West Australian. Et l'année dernière, le 25 avril 2019, il m'a demandé de coloriser 8 ou 9 photos de la Première et Seconde Guerre mondiale de soldats australiens et néo-zélandais. Et en fait, ces 8 ou 9 photos ont fait la une de son journal qui a été imprimée à 500 000 exemplaires en Australie.
Et j'ai même été interviewé dans le journal. La Waouh. page de couverture, c'est une photo que j'ai colorisée justement. Donc j'en suis extrêmement fier. Ça m'a vraiment apporté énormément de choses. Le côté humain, pour moi, c'est le plus important. D'avoir rencontré des gens absolument superbes, d'avoir pu mettre en couleur des photos pour des particuliers, d'avoir pu résoudre des problèmes au niveau de certaines couleurs et d'avoir pu débattre avec des gens dans de bonnes conditions, d'avoir pu coloriser des photos pour des articles, pour des ouvrages, pour des magazines. Donc, ouais, c'est vraiment, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. En plus de ça, ça a développé mon anglais. Donc, Hmm. l'anglais qui est une langue absolument indispensable euh, quand on est coloriste, ça permet de s'ouvrir au monde entier, de partager le travail qu'on fait avec le monde en fait. Donc ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. En fin 2019, j'ai colorisé 7 ou 8 photos pour un auteur américain qui va publier un ouvrage lié à l'aviation. Il m'a pas donné plus d'informations. Régulièrement, je colorise des photographies pour un auteur américain qui s'appelle Dietrich Maertz. Et donc, en fait, cet homme publie des ouvrages régulièrement et des magazines liés à destination de collectionneurs. Et donc, en fait, généralement, je lui transmets des photos que je colorise et lui, il les utilise en tant que photo de couverture en mettant Colorized by Benoît Vienne. Voilà. Et donc voilà, enfin, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Le côté humain, c'est le plus important. Euh, c'est vraiment le côté humain. J'ai vraiment gagné. C'est difficile à dire tout ce que j'ai pu recevoir grâce à la colorisation. C'est vraiment beaucoup de choses. Des rencontres, des projets, des opportunités. Donc, ça n'a été que positif, on va dire. Donc tu comptes pas t'arrêter là, quoi. Absolument pas. C'est que le début. Je le dirai toujours, même quand j'aurai 30 ans, c'est que le début. Et qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, du coup? Prof d'histoire? Je ne sais pas. Honnêtement, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Je n'ai pas de plan particulier, donc on verra au jour le jour, selon les opportunités, et selon l'évolution des choses en fait, selon le cours naturel de la vie. Je me presse vraiment pas à savoir ce que je ferai. J'ai un projet en tête, mais pour l'instant que je garde un peu secret. J'en dévoilerai peut-être plus tard, mais sinon je n'ai pas d'autres choses spécifiques en tête pour l'avenir. Est-ce que tu aurais aimé naître dans le passé? Ah, bonne question. Euh, les gens généralement les gens disent c'était mieux avant. Quand on est en histoire, quand on dit ça, c'est quand même à nuancer. Quelqu'un qui naît en 1900, par exemple, quelqu'un qui naît en 1900, il vit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et il vit la guerre froide. Donc, quand on dit c'était mieux avant, oui et non. Attention, vraiment attention quand on dit c'était mieux avant, il faut faire attention quand on dit ça. Si je devais naître dans le passé, je sais pas quelle période je choisirais, et ça serait aussi bien l'Antiquité que le Moyen Âge. Je sais absolument pas vraiment. J'aime toute l'histoire, même si j'ai mes préférences, et si je devais choisir une période, je pense que c'est une question à laquelle je peux pas répondre. Voilà. C'est une colle. Je peux pas répondre. Y a rien que tu aurais aimé faire dans le passé? Moi, par exemple, je suis fan de Jacques Brel. Mm. C'est mon chanteur préféré. Et j'aurais vraiment, vraiment aimé assister à un concert de Jacques Brel. Peut-être que j'aurais aimé être un photographe de renom aux États-Unis ou en Europe, comme je suis passionné par la photographie, oui. J'aurais sûrement voulu être un photographe, oui. Je pense dans une autre vie. On arrive à la fin de l'interview. Alors, pour finir, j'ai l'habitude de faire un petit jeu avec mes invités. J'ai une liste de 5 mots et du coup, je leur donne un mot et ils me disent ce qu'ils en pensent, de façon courte ou de façon plus détaillée. T'es Ok. prêt? Ouais, ok. Je précise que les mots, je les ai pris vraiment aléatoirement. Enveloppe. Alors moi, ça me fait penser à toutes les photos que je reçois dans mes enveloppes. Toutes des photos que je reçois d'Angleterre, des États-Unis, d'Allemagne, de Serbie, de Russie, et dont parfois je garde justement les enveloppes parce que les timbres, je les trouve jolis. Bracelet. Alors à quoi ça peut me faire penser? C'est pas facile. J'ai pas d'idée qui me vienne en tête pour ce terme. Ok, c'est pas grave. Art. Quelque chose, pour moi, l'art,
beaucoup de choses peuvent être de l'art, et je pense que l'art est quelque chose auquel les gens doivent s'intéresser. On a tous en nous un côté artistique. L'art, c'est quelque chose d'extrêmement important, vraiment. Recette. Ah bah on est en France, on est on est dans le pays de la gastronomie quand même. J'ai loupé j'ai loupé des photos aux enchères parce que parfois j'étais au restaurant donc, donc, donc voilà. C'est le dernier mot là, pas toute la vie. On n'a pas toute la vie pour faire les choses qu'on aimerait faire, donc il faut vraiment, si je devais conclure, je suis convaincu que nous sommes tous nés avec quelque chose en nous à développer, à entretenir et à nourrir. Que ça soit une passion pour la photographie, pour la lecture, pour l'écriture, pour la musique, pour le cinéma. Quand parfois on n'arrive pas à expliquer pourquoi on est doué pour quelque chose ou pourquoi on aime quelque chose. Et généralement, dans ce genre de situation, quand on ressent ce sentiment-là, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Et on n'a pas toute la vie pour creuser ça. Donc il faut vraiment prendre les choses en main quand on peut et faire ce qu'on aime. C'est extrêmement important. Quand les gens ont une passion pour quelque chose, il faut vraiment creuser. Il faut développer, nourrir et entretenir quelque chose qu'on a en nous. Par exemple, la colorisation, quand j'ai commencé il y a 5 ans, je savais dans un coin de ma tête que je devais continuer à progresser, à travailler et à entretenir, à développer et à nourrir la colorisation, en fait, cette passion pour la colorisation. Et aujourd'hui, ça m'a mené à des choses dont je n'aurais jamais imaginé. Donc, j'incite vraiment les gens, quand ils ont une passion, même quand c'est une passion secrète, même quand ils trouvent cette passion peut-être bête, il n'y a absolument rien de bête. Et il faut vraiment que les gens développent et nourrissent ce qu'ils ont en eux, en fait. C'est vraiment quelque chose d'important. Comme toi, par rapport à tes podcasts, t'en es qu'au début, on ne sait pas de quoi le futur est fait, et je suis sûr que pour toi, ça sera vraiment prometteur. Merci infiniment, Benoît. Et là, je le dis vraiment avec tout mon cœur. Avant l'interview, on parlait un peu et on se disait, bah ouais, c'est quand même un peu dommage de parler d'un sujet qui est très visuel en podcast audio, tu vois. Mais moi, en tout cas, et j'espère que nos auditeurs ont ressenti ça aussi, ouais, j'ai vraiment pu distinguer toutes les émotions que tu as à travers cette passion, à travers toutes ces personnes, et ça m'a donné un autre regard, et bah merci pour ça, c'était vraiment trop trop cool. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir parler de ça de vive voix, parce que faire passer des sentiments à l'écrit, c'est pas facile, donc pouvoir le faire passer de vive voix, c'est déjà un peu plus facile. Et je veux vraiment que les gens se rendent compte de l'importance de la photographie ancienne, pour terminer, et qu'ils se plongent dans le passé, vraiment, et qu'ils prennent 5 minutes de leur vie à regarder une photographie civile ou militaire et prendre une pause, en fait, dans le temps. On est dans un monde où tout va à toute vitesse, et parfois se plonger dans l'histoire à travers la photographie, peut faire un bien fou. Et donc, je te remercie vraiment de m'avoir accueilli pour ce podcast, pardon. Et j'espère que les gens euh, vont vraiment prendre le temps de s'intéresser peut-être un peu plus à la photographie et plonger vraiment dans le passé et dans le visage de toutes ces personnes qui ont marché là où on marche tous les jours. Merci beaucoup, Benoît. De rien. Merci à toi. Je te réinviterai, ce sera vraiment avec plaisir. Si tu as d'autres anecdotes comme ça, je trouve ça trop intéressant. Ah ben, ça sera au plaisir de venir. À la prochaine. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie.